Le sujet, les nouveaux modèles économiques, bien sûr, on en a parlé un petit peu depuis le début de ces rencontres de manière détournée, mais c'est aussi, bien sûr, le sujet du jour et qui vous intéresse tous. C'est vrai, quel modèle adopter dans un marché hyper concurrentiel, Pierre-François Lelouette le disait, de surcroît avec une consommation un peu en berne en France. Alors finalement, de la création à la production, du financement à la distribution, comment les uns et les autres, vous réfléchissez, vous réfléchissez et vous travaillez à ces nouveaux modèles économiques. Quand je regardais, comme ça on peut se poser la question, qu'est-ce qui vous réunit tous aujourd'hui, marques, distributeurs, sites internet, qu'est-ce qui vous réunit? Je regardais ça, finalement c'est le digital. Je crois que c'est vraiment la première chose. Et on va peut-être commencer avec vous, Guillaume Gibault. Le slip français, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, création en 2011, autour, bien sûr, du sous-vêtement masculin. Depuis, ça a un peu évolué. 3 boutiques aujourd'hui, 40 emplois directs, 40 indirects, 250 000 pièces produites. Ça a bien bougé cette année pour un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros. En quoi le digital a permis d'installer le modèle du slip français? Bonjour à tous. Effectivement, le digital, c'est clé. Nous, on vient de là. On a eu un site et une page Facebook avant d'avoir le moins de distributeurs physiques. On va faire effectivement cette année entre 7 et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc on a grandi très vite en 5 ans seulement. Nous, on a l'avantage fantastique, c'est que notre produit, le sous-vêtement, est un produit parfaitement adapté à la vente en ligne, parce que c'est un produit qui est petit, qui est léger et surtout qui ne s'essaye pas. Aujourd'hui, le premier frein à la vente en ligne, dans notre métier, c'est vraiment l'essayage. Est-ce que la veste va être à la bonne taille? Est-ce que le pantalon va être à la bonne taille? Dans le sous-vêtement, globalement, le frein est beaucoup moins fort, surtout que le produit est un peu moins cher, donc c'est plus facile de passer l'achat. Et en plus de ça, il y a un truc qui est génial dans le sous-vêtement, c'est que c'est un produit auquel on est très fidèle, surtout les hommes. Je pense que messieurs ici, vous avez peut-être 1 ou 2 marques de sous-vêtements, mais pas beaucoup plus. Et quand vous connaissez votre taille et vous aimez bien la marque, vous avez tendance à racheter. Donc dans le web, on appelle ça le repeat business, et c'est un mot-clé. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, avec un modèle digital très fort, avec un produit et une marque très forte qui est capable de créer du contenu, d'aller chercher ses clients en permanence sur Internet et d'aller créer des choses qui font venir les gens, on peut vraiment, je pense, construire un modèle nouveau. Alors nous, on a le Made in France en plus de ça qui permet de fabriquer 3 à 4 fois plus cher et de vendre directement par notre site web. Et aujourd'hui, on fait 70% de notre chiffre d'affaires sur notre site directement chez nous, le slipfrançais.fr, sans être distribué ailleurs sur Internet. Donc je pense qu'il y a effectivement un vrai nouveau modèle à construire autour de ça. Et au-delà de ça, je pense que c'est surtout, on parlait d'envie dans la table ronde d'avant et que la mode doit donner envie. Je pense qu'aujourd'hui, le digital donne vraiment envie. C'est plus une boutique ou une vitrine ailleurs, c'est vraiment un levier qui donne envie aux gens de venir acheter chez vous. Et pourtant, vous avez l'air de dire que ce n'est pas assez. Vous dites qu'il faut se mettre d'urgence au digital. C'est-à-dire que vous faites 70% du chiffre d'affaires du slip français par le digital, mais ce n'est pas suffisant pour vous. Moi, je considère qu'effectivement, on est en retard sur beaucoup de choses. Je trouve que sur Instagram, on a été pas mal, mais on a loupé la vague. Je pense à des marques américaines comme Triangle Swimwear ou Daniel Wellington, qui est une marque de mode suédoise. Il y a des marques qui ont grandi que sur Instagram et qui, en quelques années, ont atteint 15-20 millions de dollars de chiffre d'affaires en étant vendus seulement sur leur site web et par une notoriété Instagram. Et je trouve que le slip français, on se fait beaucoup d'efforts pour essayer d'être un des meilleurs élèves digitaux français. Et il y a quelques marches, quelques coups d'accélérateur qu'on a ratés. Donc je pense qu'il faut être ultra vigilant et regarder ça de près. Parce que quand on est une petite marque, il y a quelques bonnes cartouches à jouer sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'il faut surveiller ça comme le lait sur le feu. Et même en faisant ça, on a du mal à toutes les prendre. Donc je pense que c'est un enjeu très important. Uriel Carcenti, Maison Standard, créée en 2013 autour des basiques intemporels pour hommes et femmes. Business model sans intermédiaire, exclusivement online. Là aussi, c'était un choix de départ pour aller plus vite? Un choix de départ pour aller plus vite, pas forcément plus vite, parce qu'il y a des modèles traditionnels qui vont plus vite en distribuant sur plusieurs portes. Rapprochez bien le micro. Pardon. Pour aller plus vite, on peut utiliser plusieurs canaux de distribution. Nous, on a décidé d'être exclusif. Je me sens très proche de la définition de Guillaume sur le slip français qui apporte cette vision fraîche sur le modèle économique, puisque principalement, je pense que ce qui nous relie tous ici dans le digital, c'est qu'on a mis le client au centre du business et de l'économie et qu'on s'est posé la question à l'envers, à savoir qu'est-ce que le client avait envie de voir, qu'est-ce qu'il avait envie de découvrir et comment il avait évolué dans sa façon de consommer. Et donc, nous, on s'est mis au pas, on a écouté le client et on a mis le produit et le client au centre.
sans intermédiaire. Le choix ensuite de modèle économique et de notre concept s'est fait sur les constats d'une mode et d'un cycle de mode qui ne fonctionne plus. Et donc on est, pour certains, en rupture sur les principes de la mode, sur la façon de vendre, la façon de déstocker, de solder, etc. Et nous, on a souhaité faire un prix juste toute l'année sur des indispensables, qui sont des produits qui sont toujours en stock, des permanents, et donc des produits de qualité qui vont durer. Voilà. Donc c'est toute une philosophie qui va rentrer chez Maison Standard en jeu et qui rentre dans l'intérêt du digital. L'intérêt du digital, justement, c'est ce que vous venez de dire, c'est aussi la transparence. C'est ce que vous expliquez. Ouais. La transparence, elle est impliquée par le modèle qu'on a choisi. À partir du moment où on se dévoile et on parle de nous, le client a envie d'en savoir plus. Si on parle effectivement d'une mode qui va en direct, c'est-à-dire qui ne fait pas l'intermédiaire avec un grand magasin, avec un Barneys, un Galeries Lafayette ou un autre, et qui décide d'être exclusif, ce choix-là, il est évidemment important, puisqu'il nous permet d'avoir une voix unique et surtout d'être propriétaire de notre client, d'une certaine manière. Et donc le digital, c'est ça aussi, c'est parler à son client avec son langage, sa voix, et puis savoir le faire revenir au moment important, sans dépendre des autres. Remettre le client au centre, c'est votre idée aussi, Elisabeth Carzola, je le rappelle, directrice prêt-à-porter Galeries Lafayette et BHV. Vous êtes responsable, je dis tout, de l'offre, des achats, de l'approvisionnement et de la gestion des marques. Et ça, quand les marques vous disent ça, finalement, vous avez le même discours en vous. Alors absolument, effectivement, remettre le client au centre, c'est vraiment notre préoccupation. On essaye de repartir de leurs attentes qui évoluent, qui sont bien sûr nourries aussi par toutes vos initiatives. Donc ça aussi, ça fait changer les attentes clients. Ce qu'on se dit, c'est qu'aujourd'hui, le client, il veut le meilleur du physique et du digital. C'est pas seulement le digital pour le digital. Alors on le dit bien sûr parce qu'on vient du physique, mais je crois vraiment qu'il a besoin ou il recherche une expérience qui peut être très sensorielle, très événementielle en magasin et effectivement avec une efficacité et puis d'autres atouts sur un pur digital. Donc je pense que le challenge, effectivement, au-delà de tout ce qu'on a à faire sur le pur digital quand on vient du physique comme nous, c'est d'aller réconcilier ces deux mondes et de créer des passerelles tout le temps pour le client. Il a envie de s'adresser à une marque à tout moment. Il a envie de réserver un produit avant de venir en magasin. Il a envie de profiter, une fois encore, du meilleur des deux mondes. Et donc, c'est vraiment à ça qu'on réfléchit. Au-delà d'apporter une offre en ligne, comme on le fait, bien sûr, depuis quelque temps, c'est vraiment de créer ces facilités pour le client. Et puis aussi d'offrir, peut-être pour les marques qui ont une expression à l'origine exclusivement digitale, un lieu physique pour montrer et créer de la proximité, se rapprocher de son client, créer une expérience aussi plus tactile, puisqu'on parle de textile et de mode ou plus événementielle. Il y avait une rupture dans... Uriel, allez-y, allez-y. Oui, il y avait, quand je parlais de rupture, évidemment, je ne projetais pas la vision qu'on devrait peut-être avoir moderne de nos marques demain, c'est-à-dire... Non, c'est pas la querelle des anciens et des modernes, non, on est bien absolument, d'accord. Absolument. Je pense qu'on est assez en phase. En fait, l'histoire, c'est d'arriver effectivement à construire, et moi j'ai beaucoup d'interrogations, je pense qu'on en a tous, sur ce qui fonctionne, et on est en train de tester, on est en train de parler aux clients, on est en train de comprendre ses retours, et évidemment, moi j'ai ouvert un showroom dans le Marais, le client m'intéresse, il vient nous voir, on a besoin de le rencontrer à différents endroits, on a eu déjà des interactions avec des grands magasins ou des boutiques en France ou à l'étranger, et c'est très intéressant, c'est des laboratoires. Mais je dis juste que le rôle du retail et le rôle du digital a complètement changé et qu'aujourd'hui, le client va découvrir, revenir et finalement faire un mix qui nous est pour l'instant un peu inconnu, à nous de raconter une histoire ensemble. Nicolas Santivet, vous n'avez pas encore pris la parole sur AMI, directeur général AMI Paris, donc, qui a été créé en 2010 par Alexandre Matthiussi. Vous êtes arrivé fin 2012. Il s'était déjà très bien débrouillé tout seul, mais voilà, vous êtes là pour faire accélérer les choses, sachant que vous êtes déjà passé par The Couple sous des grandes marques comme LVMH. Justement, ce juste dosage entre le digital et la boutique, c'est l'une des réflexions permanentes chez AMI. Alors oui, bonjour tout le monde. Je vous suis, moi je reprendrai le propos d'Elisabeth. Je pense que c'est un mix. Je pense que comme le disait Guillaume tout à l'heure, en France on avait peut-être un petit peu de retard sur la carte digitale, que souvent les marques ont eu tendance à considérer comme juste un canal supplémentaire, un recrutement supplémentaire, alors que c'est quelque chose qui doit être très transversal, qui touche à tous les départements d'une maison. Cela dit, les mouvements extrêmes de basculer sur le tout online en oubliant l'expérience boutique peut être dangereuse parce que, une fois de plus, comme le disait Uriel, je pense qu'il faut placer le client au milieu de toutes nos réflexions et je pense qu'il faut avoir un même dialogue, qu'on reçoive ce client
online, qu'on le reçoive dans une boutique, dans un corner, qu'on lui parle via une newsletter, il faut qu'il sente la marque de la même façon. Donc je pense que c'est très intéressant pour des jeunes marques dont Ami fait partie. C'est un territoire d'expression beaucoup plus large et surtout beaucoup plus international. C'est vrai que si je prends l'exemple de Couple, c'est un développement d'abord français, puis anglais, qui allait par pays. Aujourd'hui, les marques peuvent beaucoup plus vite avoir un territoire d'expression international par le digital. Mais si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, qu'on prend des exemples comme Farfetch, par exemple, on se rend compte que cette société qui est vraiment un mastodonte d'Internet, qui a un peu révolutionné le modèle des concept stores, finit par racheter aussi une boutique et un nom dans lequel ils peuvent recevoir leurs clients. Donc, la boucle est bouclée et je pense que plus on va aller dans un monde digital, plus les boutiques ou les corners ou les points de vente physiques auront leur importance dans cette relation qu'on tisse avec le client. Ami, dès la première collection, il était à l'international. Justement, est-ce que vous, vu votre expérience, vu ce que vous voyez, est-ce qu'effectivement aujourd'hui le digital permet d'aller plus vite à l'international, mais plus vite en réussissant? Parce qu'on peut y aller très vite et puis se casser les dents. Je reprendrai l'expression de territoire d'expression, c'est-à-dire c'est un tremplin. Mais un tremplin, quand on saute mal, on se casse la figure. Donc ça veut dire qu'on peut être très vite visible aux États-Unis, en Asie. Nous, Ami, ça nous a permis d'avoir effectivement un business très vite international. Dès la première saison, on a eu Barneys aux États-Unis comme partenaire, Corso Como, des beaux partenaires qui nous ont permis d'être présents et de nous exprimer sur leur marché. Mais ça n'évite pas les erreurs. Donc ça veut dire que ça peut vous rendre beaucoup plus vite et à moindre coût, ce qui est très important pour une start-up ou pour une marque naissance présente sur ces marchés-là, mais ce qui ne veut pas dire pour autant que vous allez performer. Parce qu'après, il faut comprendre le marché, il faut voir, surtout nous Français, avec un ADN très fort, ce qu'on doit exporter de la même façon sans l'adapter pour avoir un peu cette caution. Et je trouve que le slip français en est un bon exemple d'une marque française avec en plus de Made in France. Et les autres sujets sur lesquels on ne peut pas arriver avec nos gros sabots français, sur lesquels on va devoir un peu adapter notre discours, adapter notre présentation, parfois même notre logistique. Et là, on apprend. Et on est obligé d'apprendre très vite pour le coup. Je vous donne la parole dans un instant. Il y a juste une question sur les prix aussi, du coup, à l'international. Il y a cette question-là d'uniformisation, d'information du client. Et là, il faut faire attention aussi. Complètement. Je pense qu'on a affaire, notamment, je dirais, nous concernant sur le client masculin, à un client de plus en plus éduqué, un client qui voyage ou, s'il ne voyage pas, qui, grâce à son smartphone, a accès au concept store des quatre coins du monde. Je reprends l'exemple de Farfetch. Donc on ne peut plus tromper le client. On peut proposer à un client asiatique une majoration de prix peut-être de 20-30%, mais les marques qui faisaient du 60-70%, elles ne vendent plus rien dans leur boutique sur place, et le client va dans la boutique, et la boutique se transforme en cabine d'essayage géante, mais après il passe toutes ses commandes en ligne. Donc il y a le problème du prix, et il y a un deuxième problème qui est, je pense, très important, c'est toutes ces vagues de ce qu'on appelle le géodiscounting, c'est-à-dire quel pays passe en solde à quel moment, parce que si le client au Japon, où les prix sont déjà peut-être 30-40, suivant les marques, 60% plus chers, si en plus il a accès aux soldes au UK qui sont un mois et demi avant ces soldes, il ne va plus rien acheter au Japon. Et donc les marges faciales sont très intéressantes, mais les ventes, on se rend compte que même pour un client japonais, elles vont se passer dans un concept store en Angleterre ou en Italie, et non pas dans la boutique pour laquelle on aura beaucoup investi au Japon. Elisabeth Carzola. Oui, moi je voulais juste rebondir sur la logique de modèle économique, puisque c'est quand même notre thématique. C'est vrai qu'on peut aller assez vite, assez fort. Néanmoins, cette logique omnicanale, digitale et physique nécessite des investissements qui sont très importants sur tous les sujets. C'est-à-dire qu'avant, on investissait dans un canal, on investissait sur des pas de porte, on investissait dans des techniques digitales. Aujourd'hui, il faut faire les deux. Et je pense qu'une des contraintes qu'on peut vivre, c'est ce foisonnement des enjeux à couvrir, et il faut, à mon avis, encore une fois, faire des choix et des priorités. Et le risque de se casser la figure, comme tu évoquais, c'est celui-là peut-être, c'est de vouloir aller trop vite, trop fort, et ensuite de plus avoir les moyens d'investir pour être à la hauteur des enjeux de chaque canal. Allez-y, rebondissez. Je rebondis juste rapidement, je suis complètement d'accord, parce que si on ne réfléchit pas en mode 360, en intégrant tous ces canaux, ça crée des décalages qui sont criants aux yeux des clients. Et là, ça peut vraiment abîmer une marque. Quand une marque se met dans le tout digital et que ses boutiques sont encore en mode 20e siècle, ça crée un décalage qui décrédibilise la marque. Donc je pense que la seule façon d'éviter ça, c'est vraiment de se remettre dans la peau du client.
Je sais que nous, chez Ami, on dit dès qu'une réunion dure trop longtemps, on arrête et on se remet dans la peau du client parce que sinon, on va partir dans des stratégies qui n'ont plus aucun lien avec la réalité. On va dire comment le client va nous percevoir en ligne, comment il va nous percevoir dans un grand magasin. Il faut que tout ça soit cohérent. Oui, et c'est ce que vous disiez, c'est un vrai savoir-faire. Elisabeth Carzola, si on revient aux Galeries Lafayette, vous avez acquis, enfin pas vous personnellement, mais Instant Luxe, Bazar Chic. C'est aussi parce que vous n'aviez pas forcément les savoir-faire en interne pour s'adresser de cette façon-là aux clients qui répondent aussi à des nouveaux modes de consommation. Alors effectivement, au-delà du digital, il y a d'autres attentes clients qu'on perçoit. Si on fait un raccourci, on peut se dire qu'il y a toutes les attentes autour de l'accès aux marques et au luxe un peu à tout prix, que ce soit au prix de la location, que ce soit au prix de... Enfin, au prix. En tout cas, à travers la location ou à travers des produits de deuxième cycle de vie. Donc c'est vrai que ce sont de nouveaux marchés qui s'ouvrent avec des perspectives très intéressantes qui sont encore en développement dans nos territoires. Et c'est vrai que dans ce cas-là, on a fait le choix d'acquérir des savoir-faire plutôt que de développer la totalité des compétences en interne. Donc oui, on s'adresse à de nouveaux marchés, à travers le Bazar Chic notamment, qui allie à la fois le digital et le deuxième cycle de vie, et puis Instant Luxe sur également des thématiques de deuxième main pour permettre à nos clientes d'accéder à ces produits dont elles rêvent, mais pour lesquels elles n'ont pas tous les pouvoirs d'achat. Et alors justement, ça nous amène, pardon Emmanuel Brizet, vous n'avez pas encore parlé, à Panoply, site web de location de pièces de créateurs. Il vient tout juste d'être lancé, hein, c'est vraiment tout nouveau. Est-ce que vous pourriez nous expliquer le concept ? Alors effectivement, nous on a lancé un nouveau service de location de vêtements de créateurs, et c'est un point important pour nous, que ce soit des vêtements de créateurs et des marques jeunes ou plutôt marques de niche. En fait, nous on a fait un constat qui est, alors Pierre-François en parlait tout à l'heure, l'évolution des modes de consommation, l'évolution des attentes. Des acteurs qui ont challengé le modèle de la propriété dans pas mal de secteurs et du coup on s'est posé la question de le faire sur la mode, notamment aussi parce qu'on a un deuxième constat qu'on a dressé avec mon associé qui est le fait que la mode a jamais été aussi créative qu'aujourd'hui, hein, mais pour plein de raisons, alors nous on s'adresse aux femmes, donc les consommatrices ne peuvent plus ou n'osent plus se le permettre. Pour partie. Et en fait, ce qu'on a voulu leur donner, c'est alors si ce n'est en fait à aller dans la fast fashion, il n'y a pas beaucoup de formats économiques qui permet aujourd'hui de suivre la tendance et pourtant, que ce soit les marques ou les médias, ils travaillent très bien et ils nous donnent vraiment envie de porter ces produits. Et donc, ce que Panoply aujourd'hui, ça fonctionne comment ? C'est un site de location qui permet, alors on porte le stock, donc nous on achète le stock auprès des marques. Il s'agit uniquement de pièces directement issues des collections, de la saison en cours, de aujourd'hui une trentaine de marques. Et en fait, nos clientes peuvent, à travers un abonnement, piocher dans le catalogue et renouveler du coup leur garde-robe à l'envie. En fait, quand on se rend compte aussi qu'une pièce dans son placard est portée en moyenne 7 fois, y a quand même beaucoup de choses qu'on achète, qu'on porte très peu. Et notre objectif n'est pas du tout de remplacer les basiques et de remplacer l'usage de fond, alors peut-être dans 20 ans, mais à court terme, c'est surtout de dire, en complément de l'achat de très beaux basiques, de produits qui sont durables, responsables, etc., avec une consommation saine, on veut aussi pouvoir permettre aux femmes de s'amuser, de porter au contraire les pièces fortes, celles dont elles ont vraiment envie et qu'elles ne se permettent pas forcément d'acheter quand elles rentrent dans la boutique. De temps en temps, des pièces exceptionnelles qui sont peut-être un petit peu plus chères. Mais est-ce que vous parliez d'une trentaine de marques, vous venez de vous lancer. Est-ce que les marques sont faciles à convaincre ? Après, je vous poserai la question, messieurs, mais justement, l'idée de se dire, ah non, on ne va plus vendre, on va louer. Et ça va servir à plusieurs clients sur un modèle différent qui va leur échapper un petit peu au départ. Alors, oui et non. Alors nous, on a la chance d'avoir eu, donc je disais, d'avoir une trentaine de marques qui nous ont accompagnés, dont des marques qui vont prendre la parole tout à l'heure, hein, Le Maire, Wanda Nylon, etc. On a des marques type Cédric Charlier. On a pas mal de marques françaises aujourd'hui. Et en fait, quand on s'adresse notamment aux créateurs,
de ces marques, on a une envie commune qui est de faire en sorte que les femmes puissent porter ces pièces fortes, puissent porter les pièces images, puissent porter la couleur, puissent tenter des formes qu'elles n'auraient pas voulu, qu'elles n'auraient pas forcément achetées en premier lieu. Et parce qu'on a chacune un peu un uniforme. Et là, l'idée, c'est aussi que les femmes puissent essayer. Et en fait, on se rend compte qu'elles ont aussi régulièrement des coups de cœur. Et finalement, elles achètent. Et finalement, elles achètent. Alors, c'est pas le cœur du modèle, mais c'est quand même un élément clé que ces pièces qui sont un peu fortes puissent pour partie devenir parfois des signatures dans leur style. Nicolas Santiveille, est-ce que ça... cette proposition de distribution, c'est quelque chose que vous regardez. On parlait aussi des ventes privées. Bien sûr, ça fait partie de toute cette évolution-là, des ventes sur Internet, la location. C'est pas quelque chose qu'on regarde beaucoup. Pourquoi ? Parce que l'ADN de la marque, quand Alexandre l'a créé, il sortait d'LVMH. Il avait travaillé 12 ans dans de très belles maisons, chez Dior, Givenchy, etc. Et cette marque est née d'une frustration de créer des vêtements qui étaient justement beaucoup trop chers et qu'aucun de ses amis ne pouvait se payer, en dehors des ventes presse, des ventes privées. Donc, lui, c'était vraiment une des racines de sa marque, c'était d'abaisser les prix à des prix beaucoup plus justes qu'il estimait être en adéquation avec la qualité des tissus, en gardant un sourcing européen. Mais justement, il s'est battu pour que le positionnement prix fasse partie de l'ADN de la marque. Donc, on estime avoir un prix de vente qui n'est pas trop haut par rapport à la qualité de nos produits. Je pense que le modèle est très intéressant pour des marques plus luxe, où le prix moyen de la création du vêtement est moins facilement atteignable, et donc cette expérience de location, je pense, devient très riche. Mais pour notre positionnement, j'en suis un tout petit peu moins convaincu compte tenu de l'ADN de la marque. Emmanuel Brizet, vous vouliez répondre ? En fait, il se trouve qu'on a on a des marques qui sont aussi des marques beaucoup plus entrée de gamme. Alors, on va avoir des maisons Kitsune, etc. Ce qui est important pour nous, c'est l'ADN créatif. Et alors, même si c'est plus accessible, il y a quand même beaucoup de femmes encore pour qui ça reste pas forcément accessible, tout au moins de façon régulière, etc. Mais il y a parfois c'est juste la couleur. Parfois acheter un manteau vert, acheter un truc, c'est un acte engagé. Et c'est un truc sur lequel on sait que ça va, que la pièce va rester pas loin de 9 jours sur 10 dans le placard. Et même sur des produits qui sont plus accessibles, justement, faire ces démarches et se remettre à la couleur, se remettre aux formes, ou alors changer un peu de son style de temps en temps, est aussi important. Je pense que je me permets juste une petite précision. Pour la Maison Amie, nous ne faisons que de l'homme. Et je pense que c'est une démarche qui est très différente dans le comportement. L'homme n'aime pas trop changer de marque. L'homme, comme disait Guillaume tout à l'heure, est beaucoup plus fidèle. Quand il aime une marque, il va la racheter régulièrement. Et je pense mais ça évoluera peut-être. Hein. Je pense que justement, cette expérience de tenter de nouvelles marques ou de nouveaux produits ou quelque chose d'un peu plus poussé ou plus créatif parviendra aussi au marché masculin, mais je pense que c'est un peu plus féminin comme démarche, et comme pour l'instant on fait que l'homme, c'est pour ça sans doute que ça nous touche un peu moins. Guillaume. C'est vrai que l'homme peut toujours mettre un costume bleu, et c'est un des grands avantages dans l'homme, c'est qu'effectivement même si on propose plein de choses, au final les hommes malheureusement achètent beaucoup de bleu, heureusement beaucoup de bleu et beaucoup de gris, donc on peut faire ce qu'on veut, c'est vrai que... c'est plus ça. Elisabeth Carzola. Je voudrais réagir là-dessus. Effectivement, on pourrait penser que vous êtes en concurrence frontale avec notre métier, mais je pense que vraiment vous apportez une dynamisation au marché. Et je suis pas loin de penser qu'à l'homme aussi, il y aura de plus en plus de clients qui effectivement vont avoir envie de ces pièces un peu uniques et plus visibles, et que pour franchir le pas, au moins une première tentative avec vous, c'est quand même moins engageant. Donc oui, je crois que c'est une vraie dynamisation du marché. On voit que les clientes aujourd'hui font des arbitrages quand même en termes de budget. Il y a une pression sur les pouvoirs d'achat, quel que soit le niveau des clientes, des arbitrages pour des sujets qui ne sont plus les sujets de la mode. Et donc cette façon de décomplexer un peu l'accès à la mode en lui donnant moins d'engagement financier, au moins dans un premier temps, je pense, apporte une vraie dynamisation. Guillaume. Moi, ce que je voulais rajouter aussi sur les modèles économiques, c'est que tout ça, au fond, il y a, à mon avis, une vague de fond qui est en train de se passer, c'est la recherche de sens et de prix juste. Vous en avez parlé tous les deux. Je pense qu'aujourd'hui, les clients, ils ont envie de savoir qui sont les boîtes qui fabriquent, quelles sont les entreprises, quelles sont leurs valeurs, quelles sont les équipes derrière, pourquoi, comment. Et je pense que les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance de ça. Et aujourd'hui, si on regarde ce qui s'est passé ces quelques dernières années sur Facebook et Instagram, on va de plus en plus vers une transparence totale, c'est-à-dire même du live sur Facebook, c'est-à-dire que vous montrez en temps réel ce que vous êtes en train de faire,
À partir du moment où on veut ouvrir cette porte-là, ça veut dire que derrière, il faut qu'on soit prêt à montrer tout ce qu'on fait, qu'on soit aligné avec l'histoire qu'on raconte, avec qui on travaille, qu'on ait vérifié la façon dont on fabrique. Et je pense qu'il y a plein de questions de fond qui sont posées par les clients. Aujourd'hui, c'est des petites voix, mais je pense que c'est vraiment le début d'un truc de fond qu'il faut vraiment avoir en tête quand on démarre. Elisabeth Carola. Oui, ce sont des petites voix, mais ces voix se réunissent à travers effectivement les réseaux sociaux. C'est la force des réseaux sociaux, c'est de faire prendre conscience aux uns et aux autres qu'ils ne sont pas seuls. Donc je crois que c'est pas une entrée première dans la consommation d'habillement. Hein. On ne commence pas par se dire où est fabriqué mon produit, mais on se le dit assez vite et comment il est fait et par qui. Et on sent bien cette caisse de résonance. Donc oui, je suis d'accord avec vous, ça devient un mouvement très important. Ouais, Nicolas. Je pense qu'en plus, effectivement, il y a une prise de conscience avec tout ce qui s'est passé en Asie, toutes les sources, le sourcing, les catastrophes qu'il y a pu y avoir. Et le client, comme les distributeurs, sont de plus en plus regardants. Et je vous disais tout à l'heure, un client plus éduqué, effectivement, c'est peut-être pas son premier réflexe. Mais quand il va hésiter avec deux marques, il va regarder l'étiquette de fabrication, il va regarder des sites. Il y a des sites français qui sont développés avec l'exemple de Bonne Gueule qui racontent vraiment les histoires, les matières, comment déterminer ce qui est bien fait de ce qui est mal fait. Et je pense que ça va aller en s'amplifiant et que ce besoin de transparence, de connaître et de comprendre sera différenciateur pour les marques qui le jouent. Donc je prends l'exemple du slip français ou l'ami. On raconte, nous, sur chacun de nos vêtements, il y a marqué « fabriqué avec amour » et le pays de fabrication. C'est-à-dire que ce n'est pas une petite étiquette cachée, c'est une bien grosse étiquette sur laquelle on assume complètement. Je prends l'exemple de Maison Standard qui montre même certains de ses outils de fabrication. Je pense que ça va dans ce sens-là et que c'est que le début. Il y a une autre chose que j'aimerais aborder avec vous. Modèle économique, ça veut dire aussi modèle de financement. Ça, je pense que vous êtes tous conscients de ça. Et alors, quand je regarde, là, vous avez un autre point commun. On n'a pas fait exprès, mais c'est Experience Capital Partners, hein, qui est parmi trois d'entre vous, au moins. Mais ma question, c'est... Aujourd'hui, peut-on y arriver sans les incubateurs, sans les prix, sans les fonds d'investissement? Uriel Carcenti. Ben, on peut arriver à un certain stade de développement, c'est-à-dire être sûr que son concept fonctionne, que le client comprend ce que vous lui racontez, que vous avez un beau produit entre les mains et que votre marque a un territoire. Après, les choses commencent réellement, et c'est mon cas en l'occurrence, donc là je parle d'un cas très personnel, mais je pense qu'effectivement il y a une difficulté à se développer sans financement. Tout à l'heure vous l'avez évoqué, Elisabeth, il y a un vrai souci, je pense qu'il y a un entendement sur le digital où on pense que pour aller se développer il suffit d'avoir un site en anglais, et puis on peut faire tout d'un coup tous les pays du monde. C'est absolument pas la réalité. La réalité c'est qu'il y a effectivement un croisement et une connaissance et une notoriété qui se développent à l'étranger, mais que globalement pour avoir un vrai marché, ce que j'appelle un marché pertinent, c'est compliqué, il faut le financer, il faut exister sur place, il faut avoir finalement une vie auprès et une existence auprès des clients. Donc au Japon, il faut exister au Japon, aux États-Unis également, etc. Donc il y a un lourd investissement, et cet investissement, moi je l'ai fait au bout de 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai travaillé seul et en autonomie financière. Mais c'est compliqué. Pour accélérer, aujourd'hui les marques doivent aller plus rapidement qu'avant. Avant on avait 20 ans pour faire une marque, aujourd'hui j'ai l'impression qu'on en a 5. Et donc en 5 ans, il faut raconter les choses plus rapidement. Donc vous, c'est au bout de 3 ans? Oui, moi j'ai commencé en 2013, et c'est il y a quelques mois que j'ai été rejoint par le fonds ECP. Panoply, je prends votre exemple parce que vous, c'est tout de suite, c'est au moment du lancement. Alors nous, c'est tout de suite. Alors, on a nous investi personnellement avec mon associé, mais c'est tout de suite parce qu'on est dans un modèle de distribution et parce qu'on a choisi de porter le stock. Alors c'est un choix engagé aujourd'hui dans un modèle où la plupart des investisseurs vous disent mais vous n'êtes pas en marketplace, vous n'êtes pas en dropshipping, comment ça vous portez du stock, va des rétro satanas. Et en fait, à un moment, pour nous, pour installer, on est dans un nouvel usage. Et à un moment, pour installer un nouvel usage, il faut, ce qui est important, c'est les clientes, elles viennent pour des nouveaux usages, mais parce que c'est plus responsable, parce que ça a du sens, mais elles viennent avant tout parce qu'elles veulent des beaux vêtements, et parce qu'elles veulent être jolies, et parce qu'elles veulent les belles pièces. Et on travaille, nous, avec des marques qui, par ailleurs, n'ont pas l'envergure de porter le stock, n'ont pas toujours de réseau retail, et c'est important, il faut bien que quelqu'un le fasse à un moment. Donc on a la chance d'avoir eu des actionnaires, et notamment certains présents ici, effectivement. Et c'est au-delà du financement, c'est aussi l'accompagnement, c'est aussi la vision, l'aide à l'arbitrage, parfois, quand on est à des carrefours, quand on a besoin de choisir entre les scénarios de développement et les axes sur lesquels on veut appuyer. Et ça aussi, c'est un truc c'est un point important et appréciable dans ces phases qui sont clés de démarrage. Guillaume.
Moi, je pense qu'au-delà du financement, en fait, ce qui est clé dans notre métier pour réussir à créer une marque, c'est d'avoir 2 compétences. Une compétence mode et produit et une compétence business. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas l'un ou l'autre, je pense que ça ne peut pas fonctionner, ou en tout cas, ça ne peut pas grandir et se projeter vraiment loin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que quelqu'un comme Alexandre, c'est quelqu'un qui était très mode, très produit, qui a une vision produit très juste, et qui du coup, en fait, ça se reflète dans le profil de la marque. On voit bien ce côté international. On se dit tout de suite que c'est le wholesale, et les clients qui partent au monde ont repéré le produit d'abord. Et je pense qu'il a été bon dans une première étape business, mais derrière, forcément, tu lui apportes beaucoup de choses. Et je pense que c'est cet équilibre qui a, je pense, toujours existé dans la mode, hein, le côté produit et le côté business. Il faut vraiment l'avoir en tête et très vite, si on est plutôt mode, très vite faire rentrer le business, et inversement, si on a démarré, qui je pense c'est plus notre cas, sur une thématique plus business, de faire rentrer de la mode et du produit dans le projet. Vous aviez commencé, Uriel Carcenti, par le financement participatif, le crowdfunding. Est-ce que ça, c'est la panacée quand on se lance? Non. Enfin, pas pour moi, en tous les cas, pas du tout. C'est juste je pense que c'est une façon, vous savez, quand on commence notre histoire, en tout cas moi sur Internet, le premier sujet, c'était d'arriver à exister sans exister à l'extérieur, en présence physique. Et donc, je compare ça à ouvrir une boutique dans une rue noire, tout au fond, dans un très très mauvais quartier, en banlieue, tiens. Et du coup, pour faire venir les gens, c'est compliqué. Donc il faut trouver beaucoup de leviers. D'abord, il faut avoir un très beau produit, on l'a dit. Il faut avoir une histoire, il faut la raconter. Et les leviers qu'on va trouver et qu'on nous propose sont parfois limités. Moi, j'ai utilisé le crowdfunding pour un lancement d'un nouveau produit, un accessoire, un sac qui était fabriqué aux États-Unis. C'était rigolo, les gens l'ont compris. Et je pense que ce qui était important, c'est de lancer un message sur le plan du financement participatif. Le message, c'est grossièrement, vous faites tous partie de l'histoire. On travaille avec vous et notre premier soutien, c'est notre client. Et c'était le cas pendant longtemps, encore aujourd'hui. Notre premier soutien, c'est le client. Et donc, il faut lui faire adhérer à notre concept. On a des choses à lui raconter, des valeurs, on les met en avant. Voilà. Donc c'était ça le crowdfunding. Mais tout à fait sérieusement, c'est pas du tout le sujet. En tous les cas, moi je l'ai pas trouvé. Je connais des histoires aux États-Unis qui sont extraordinaires. On les connaît tous. En vendant des histoires absolument abominables, que ce soit en mode ou en salade de patates, on peut absolument tout vendre en financement participatif aux États-Unis. Moi, j'ai pas eu une expérience intéressante et pertinente pour financer l'activité. Nicolas Santiveille, cofondateur de The Couples, ça c'était dans la carrière avant d'arriver chez Ami. Mais qu'est-ce qui a changé justement? On l'a vu depuis le début de ces tables rondes. Est-ce que c'est plus simple aujourd'hui pour ces jeunes entreprises créatives de trouver des financements? On a l'impression qu'il y a quand même un peu plus d'investisseurs, il y a plus d'institutionnels. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que vous, qui êtes au cœur du sujet, vous avez l'impression que ça a évolué? Alors, je pense que il y a eu un appel d'air quand on voit cette table ronde de jeunes marques créatives. Je pense que il y a une sorte de foisonnement qui existait, qui était latent en France, mais je trouve que si on compare au marché anglo-saxon, il y a une voix française qui s'élève aujourd'hui, et je pense que le côté créatif, quand on voit les plus belles marques de mode, il y en a une majorité qui sont françaises. La différence aujourd'hui, c'est que des jeunes créateurs, des jeunes entrepreneurs ont un peu ce culot qui n'existait pas même il y a 5 ou 10 ans, où on faisait les choses plus, allez, on va faire la France, et puis si ça va bien, l'Europe, et puis après j'ouvre un bureau à Madrid et un bureau à Londres au bout de 5 ans, et puis après New York au bout de 10 ans, et l'Asie au bout de 20 ans. Aujourd'hui, on a parlé du digital, mais je pense qu'il commence à y avoir tout un écosystème entrepreneurial qui lève un peu la tête, qui a les épaules plus solides, et qui commence aussi à attirer des investisseurs étrangers. Et je pense que c'est la clé, et, à mes yeux, est là. C'est de se dire que ce talent créatif, ce génie créatif français, et Paris en est vraiment l'appartement témoin, c'est là que tout le monde veut venir. Quand on voyage, on se rend compte l'attrait qu'est encore Paris, malgré les attentats, malgré les cambriolages et tout ce dont on parle beaucoup dans la presse people. Je pense qu'il y a cette traction parisienne qui est riche, et qu'aujourd'hui, on a ces entrepreneurs qui ont le culot de parler plus haut, qui ont des ambitions beaucoup plus importantes et beaucoup plus rapides, et qui se donnent les moyens, en levant des fonds, en s'associant, en faisant des collaborations, de porter leur discours beaucoup plus vite et beaucoup plus haut. Et si c'est juste, comme le disait Guillaume tout à l'heure, que le côté créatif est épaulé par un côté business, pour parler vulgairement, et que l'ensemble est cohérent, les échos à l'étranger sont beaucoup plus forts. Et les marques peuvent être adoptées par des partenaires, par des clients. Nous, je sais qu'il y a des pays où on n'était même pas présents. On a des clients qui appelaient nos boutiques en France, qui étaient prêts à payer le double, qui nous donnaient toutes leurs infos personnelles pour se faire livrer des pièces qu'ils avaient vues en défilé, alors qu'on n'avait pas de partenaire, pas de distribution dans ces pays-là. Donc,
je pense qu'il y a ce terreau créatif qui a toujours existé, mais qu'aujourd'hui, les voix s'unissent un petit peu et que Paris commence à être beaucoup plus regardé aussi au niveau des jeunes entreprises créatives. Plus attractif. Elisabeth Carzola, le corner dans le grand magasin, il doit arriver à quel moment finalement ? C'est une bonne question. Je pense qu'historiquement, dans le grand magasin, on était effectivement un peu révélateur. Aujourd'hui, la révélation, elle se fait par tous les moyens que vous avez évoqués, c'est-à-dire que ça ne passe plus seulement par la présence dans un grand magasin. Par contre, c'est une caisse de résonance très importante. Évidemment, on est très regardé au niveau international. Je pense qu'on participe à ce rayonnement et cette validation du fait que la marque a une caution. Et donc, c'est peut-être pas tout de suite, mais c'est un bon relais, je pense, pour faire de la diffusion d'images et propager la marque. Je rebondis sur ce point. Je pense que c'est un marqueur pour les jeunes marques. C'est quand vous voyagez, que vous allez à l'étranger, que vous faites découvrir la marque, on vous demande tout de suite mais dans quel grand magasin vous êtes présent. Et c'est clivant en fonction du magasin où vous êtes, de la façon dont vous êtes présent, parfois de la superficie dont vous disposez dans ces grands magasins. Les potentiels partenaires à l'étranger vous auront déjà un peu repéré ou qualifié, ou même parfois disqualifié. Je pense que c'est dans la course au développement, c'est très important pour une jeune marque de savoir dire non. Parce que parfois, on a toutes ces problématiques de cash flow, de trésorerie, qui sont communes à tous les entrepreneurs dans la mode et qui peuvent être très compliquées. Quand on a un gros chèque d'un grand magasin américain, on a envie de dire oui tout de suite. C'est là que je pense qu'il faut prendre le temps de bien réfléchir. Est-ce que c'est en cohérence avec la vision qu'on a de la marque ou la vision qu'a le créateur de sa marque et d'entretenir cette désirabilité. Parce qu'une fois que vous l'avez abîmé ou que vous êtes allé un peu trop loin, c'est très très dur, voire impossible de revenir en arrière. Elisabeth. Je pense que c'est un marqueur de force de marque, effectivement, que d'avoir face à nous des gens qui sont assez clairs sur ce qu'ils veulent faire et pas sur une expression à tout prix, dans des logiques qui ne sont peut-être pas appropriées à leur stade de développement. Donc oui, je suis d'accord, il faut arriver avec... Le grand magasin doit faire partie d'une stratégie, ou pas, mais à partir du moment où on a envie de s'exprimer en grand magasin, qu'est-ce qu'on véhicule, pour qui, ça c'est intéressant qu'on le construise ensemble et que ce ne soit pas à tout prix une place dans un endroit qui est très vu et très regardé. Il faut que cette place corresponde à la position que vous avez sur le marché aujourd'hui. Et je pense que ça, ce qu'on vient de dire juste avant sur le financement, c'est la même chose. C'est cette idée de partenariat qui fait grandir la marque, de trouver de l'argent, oui, mais avec un partenaire qui vous apporte quelque chose, qui comprend votre vision, qui la partage, qui va certes vous challenger. Et je pense que c'est la même chose avec un grand magasin. C'est déjà pas facile d'y rentrer, mais une fois qu'on y est, il faut savoir s'exprimer, il faut savoir l'expliquer, il faut savoir former le personnel. Et ça, parfois, on oublie parce qu'on a 15 sujets à gérer en même temps, qu'on voyage beaucoup. Or, quand on est quelque part, de bien raconter son propos, ce n'est pas une donnée gagnée d'avance. Le grand magasin, par rapport au point qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est un canal de distribution presque de plus. Enfin, par rapport au magasin physique indépendant, le grand magasin a d'autres logiques, d'autres clientèles. Et effectivement, il faut être capable de supporter... au sens américain, enfin anglo-saxon du terme, de supporter cette activité-là et de lui donner tout son sens. C'est pas un point de vente physique de plus, et du coup, ça nécessite qu'on y mette un peu de moyens. Donc c'est très difficile de se financer. Uriel Carcenti. Donc la conclusion, c'est que c'est très difficile de se financer pour ceux qui commencent. Je pense qu'on l'a tous exprimé, c'était votre question. Ouais. Si vous venez me voir en première année de mon activité et vous me dites, tiens, on va faire un corner dans un grand magasin, il faut que je finance moi-même la production, il faut que je finance la présentation, il faut que je finance mon showroom, il faut que je donne envie, ça va me coûter beaucoup d'argent, je ne vais pas gagner d'argent dans le corner tout de suite, ça va être difficile. À votre question, pour être honnête, évidemment que c'est très difficile encore aujourd'hui et que les banques sont frileuses, les fonds sont frileux et qu'à un moment donné, on fait une belle rencontre et ça se passe bien. Mais c'est long et dur. Il faut être patient. Absolument. Vous parliez de partenariat, je crois, Nicolas Santivet. Il y a un truc que vous avez pas mal développé, Guillaume Gibaud, c'est les collaborations, les collabs. Ça, on le voit beaucoup entre les jeunes ou moins jeunes marques d'ailleurs, puisque c'est un mouvement qui a embarqué tout le monde. Pour en citer quelques-unes, l'actualité, Saint-James, mais aussi Waiting for the Sun, ou encore Roland Garros ou Mama Shelter. Donc là, on élargit très loin dans l'art de vivre. Ces collabs, à votre avis, avec l'expérience que vous avez acquise au fil des ans au slip français, est-ce que c'est aussi, du coup, un bon moyen de gagner du temps, d'aller plus vite ? Alors, nous, on a un truc qui est très clair, c'est une stratégie de contenu. Encore une fois, on fait presque 70% de nos ventes en ligne, donc notre métier, c'est de faire venir des gens sur notre boutique en ligne. Même titre qu'on achète un bel emplacement où on a un grand magasin et on a beaucoup de gens qui viennent mécaniquement. Nous, notre métier, c'est
toujours donner une envie ou une raison aux gens de venir sur notre site. Donc les collaborations, pour ça, c'est une source de notoriété très forte parce que c'est un nouveau produit dans une gamme différente, avec une actu différente. Donc ça peut être Roland Garros, ça peut être Saint-James pour l'hiver. Là, on fait une collab avec Aigle en ce moment. Donc c'est vrai que pour construire la marque au début où on n'a pas tellement de produits, où le cycle de nouveauté produit est long, parce que quand on démarre, on n'a pas encore tous les outils, on a du mal à sortir des produits, on n'est pas bien calé dans les rythmes de collection, donc on a du mal à proposer de la nouveauté. Donc c'est sûr que les collaborations, ça va plus vite, on s'appuie sur le savoir-faire. Produit au départ. Voilà, exactement. En plus, on avait un vestiaire assez petit à l'époque, et c'est vrai que ça permet d'aller chercher de nouveaux produits. Ça nous a permis aussi de grandir très vite, puisqu'à chaque fois qu'on a fait une collaboration avec une grande marque, on est passé à la moulinette de leur équipe produit, et donc on est passé dans les cahiers des charges de tout le monde. Donc c'est sûr que forcément, ça nous tire vraiment vers le haut. Et en plus, on a fait des partenariats avec des gens qui ont souvent un parc retail important, avec Princesse Tam Tam, avec Agnès B, voilà, avec des gens qui ont 40, 60, 80 boutiques en France. Donc c'est sûr, quand on a une vitrine dans une bonne saisonnalité d'une offre co-brandée, c'est vraiment génial. Ça raconte une histoire sur notre site pour nos clients, c'est visible en retail, et c'est évidemment de la presse, et la presse est très friande de ce genre de choses parce que, comme tout le monde, ils ont besoin de raconter, ils ont besoin de contenu. Donc c'est sûr qu'au début, c'était vraiment super pour nous. On en a fait beaucoup. On limite un peu maintenant la chose en se disant qu'on va faire peut-être une forte par an, en se concentrant sur vraiment les valeurs de la marque, le côté français, le côté digital un peu décalé, revisiter ces marques patrimoniales françaises. Donc voilà, je suis en train d'essayer de voir pour travailler avec Lacoste ou avec Petit Bateau, sans m'en cacher. Voilà, c'est des gens avec qui on aimerait bien travailler pour faire des collaborations fortes et en faire peut-être une par saison ou une forte par an. Mais plus que de la visibilité, économiquement parlant, c'est une affaire rentable? C'est moins rentable que d'autres canaux. On arrive à faire en sorte que ça reste quelque chose d'à peu près rentable, sinon on ne le ferait pas. Mais c'est sûr que c'est pas ça qui nous fait gagner des points de marge. Oui, pardon, Elisabeth Carter. Je pense qu'il y a quand même une évolution dans cette histoire de capsule, peut-être et de collaboration. Je pense que petit à petit, le client y trouve un intérêt. On vient sans doute d'une histoire qui était très marketing, très communication, où on suscitait de l'intérêt pour la marque à travers de nouvelles histoires qu'on racontait. Nous, on constate vraiment aujourd'hui un vrai intérêt commercial pour le sujet et probablement une montée en puissance de l'attrait des clients pour ça. Peut-être parce que les collaborations sont plus fortes et plus réussies, mais aussi parce que nos clients sont en attente vraiment d'histoires à raconter et que ce sont des histoires qui sont généralement assez bien montées, assez jolies. Donc je pense qu'on mute vers quelque chose qui devrait peut-être être plus performant économiquement. Moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose, c'est que on allait chercher pour du contenu en se disant on ne sait pas comment l'inventer nous, donc on va aller chercher d'autres marques pour raconter quelque chose. Je pense qu'en fait aujourd'hui les gens peut-être commencent à se lasser un peu de collection été, collection hiver, même si ça reste des super temps forts commerciaux et évidemment il faut le jouer et on ne va pas aller à l'encontre de ça. Mais par contre dans tous les autres mois où il n'y a pas une nouvelle collection, d'avoir une petite collection capsule et qui est du coup peut-être pas une collection croisée ou vraiment collaboration avec une autre marque, de se dire qu'on va faire une série limitée de petits produits personnalisés ou un peu particuliers qu'on peut proposer à des moments un peu clés de l'année. Mais qui racontent une histoire. Ce qui est intéressant, ce que vous dites, les gens vont peut-être se lasser et j'imagine qu'on va continuer à avancer. Ça va être l'une des réflexions aussi, saison été, saison hiver. Hier, The Couple a annoncé qu'ils vont faire 12 collections par an. Ça sera une collection thématique par mois. Donc voilà, là aussi, on est sur une autre approche. Il nous reste moins de 5 minutes, messieurs, dames. Donc, je voudrais juste faire un petit tour de table rapide pour terminer, justement sur vos modèles économiques, avec vos expériences. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que ça pourrait aller mieux, plus vite, plus fort, si j'ose dire? C'est moins d'une minute chacun. Uriel Carcenti. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui pour se développer? Ouais. D'accord. Moi, deux choses. L'acquisition d'un trafic et plus de monde qui vient voir ma boutique. Et donc ça, c'est quelque chose qui s'acquiert. Jusqu'à aujourd'hui, c'était organique. Les clients sont venus naturellement, bouche à oreille, en entendant, en lisant la presse, ou par prescription. Donc faire venir du monde et financer. Et la deuxième chose, c'est améliorer l'expérience client et la rendre excellente. Voilà. Nicolas Santivet, je vous garde pour la fin. Pardonnez-moi, j'aurais une autre question pour Guillaume Gibaud. Nous, écoutez, on a toutes les cartes en main, je crois. ECP vient de nous rejoindre, comme vous le disiez tout à l'heure, donc on est vraiment ravis de ça. Et on a pas mal de cartes en main pour aller grandir. Et nous, notre enjeu, ce qu'on a envie de faire, c'est d'arriver à passer d'une marque e-commerce de sous-vêtements à vraiment devenir une marque de mode française sur nos catégories de produits, sous-vêtements, homeware, maillot de bain et accessoires, et devenir le champion français sur ce métier-là, tout en gardant notre humour. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses. Emmanuel Brizet, Panoptique, vous avez déjà des grandes ambitions à peine parties, vous voyez déjà l'international. Alors, nous, il nous faut du temps, parce qu'on vient de commencer. Donc, et puis, c'est un nouvel usage, alors forcément, ça nécessite... c'est encore qui dit nouvel usage dit que c'est encore assez intellectuel à comprendre l'intérêt, et puis aussi, les gens ont encore une vision très occasionnelle
de la location, et donc il faut cette première occasion pour y passer. Et puis après, on a une vision internationale. Oui, parce que en fait, moi, j'habite à Londres, et puis qu'il y a une maturité du marché anglo-saxon sur la location et sur le online, qui est important, même si on a aussi un showroom, et que justement sur le cross-canal, c'est très important pour nous. Et après, il nous faut, ce qu'on veut, c'est encore élargir le catalogue, parce que quand on est dans la location, il ne suffit pas d'une pièce. On veut pouvoir adresser nos utilisatrices dans tous leurs usages et les accompagner dans tous leurs usages, que ce soit des usages du soir, du jour, de la semaine, du week-end, et puis tout. Donc voilà. Donc il faut beaucoup de choses. Elisabeth Carzola. Alors pour nous, évidemment, l'enjeu, c'est de plugger toute la dynamique d'innovation sur les modes de fonctionnement d'une maison qui est déjà ancienne, qui a toujours démontré sa capacité à rebondir sur les évolutions du marché. Mais on l'a dit tout à l'heure, les innovations se multiplient, vous en êtes le témoin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à capter ces innovations en temps réel le plus rapidement possible pour que nos clients en bénéficient. Nicolas Santiveille, la question, je la tourne un petit peu pour vous, qui est aussi Business Angels. Vous avez abordé la chose un petit peu tout à l'heure, mais pour vous, qu'est-ce qui marche? Sur quoi vous croyez? Sur quoi vous investissez? Quel est le modèle auquel vous croyez? Alors c'est difficile parce qu'on a vu, il y a plusieurs modèles, mais la base. La base, je reviendrai au point de Guillaume de tout à l'heure, c'est la valeur humaine. C'est-à-dire que, bien sûr, une histoire, même plus qu'une marque, un concept, quelque chose de clairement défini, de voir quelqu'un qui a une vraie vision et qui va savoir la tenir. Et j'ai fait différents investissements avec des échecs et des succès. Et je me rends compte que les dossiers sur lesquels je me suis vraiment concentré sur la personne, sur l'entrepreneur lui-même, sa capacité à tenir sa vision, à savoir s'entourer, à être franc, étaient toujours plus riches parce que les modèles sont amenés à évoluer très vite. Elisabeth en parlait tout à l'heure, tout change très vite, la donnée change très vite, la saisonnalité change très vite, et d'avoir quelqu'un qui va être capable de s'adapter, qui va être capable de reconnaître ses erreurs, de demander de l'aide quand il en a besoin, plutôt que de vouloir cacher ses problèmes, ça permettra d'établir une communication, de lui apporter, que ce soit du conseil, du recrutement, du relationnel. Donc moi je crois beaucoup aux personnes, ça paraît peut-être un petit peu bête, mais même pour vous répondre à votre question d'avant, je sais qu'au sein d'Ami aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque, c'est du temps, et du temps qualifié, donc de savoir s'entourer des bonnes personnes. Je pense qu'avec Alexandre, justement, le duo fonctionne très bien, le duo créatif business. Je pense que c'est vraiment clé pour que ces histoires puissent vivre leur potentiel. Et d'avoir des personnes qui savent être à l'écoute, qui savent reconnaître leurs erreurs, c'est clé. Du temps et de l'humain. Ouais. Évidemment, c'est ce qui vous manque à tous. Bon courage à tous. Merci beaucoup à vous.